Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un nouvel avis lecture. Et avant de commencer, vous l'aurez peut-être déjà remarqué, mais je m'excuse par avance parce que je suis malade. Et donc si ma voix part complètement en vrille, ou alors s'il y a des multiples coupes, c'est parce que j'éternue et que je me mouche. J'ai un énorme rhume, je suis désolée, mais il fallait vraiment que je tourne cette vidéo là maintenant, parce que sinon les avis lecture allaient s'empiler et j'allais prendre du retard. Donc on va commencer tout de suite. J'ai aujourd'hui 5 ouvrages à vous présenter, 4 romans et un graphique. On va commencer avec le premier roman. Il s'agit de Notre-Dame-des-Loups d'Adrien Thomas. On est ici sur un roman très très court aux éditions Nemos. Il doit faire environ 200 pages il me semble. Oui, c'est ça, il fait 200 pages. On se trouve ici dans l'ouest des États-Unis, dans la deuxième partie du 19e siècle, et on va suivre un groupe de veneurs, c'est-à-dire de chasseurs de Wendigo slash loups-garous, parce que oui, dans cette version de l'histoire, les loups-garous slash la bête du Gévaudan slash tout ce genre de trucs un petit peu sympa a émigré d'Europe et est arrivé aux États-Unis, et donc il y a des groupes comme ça, notamment celui-là, ce groupe qui est un peu un groupe d'élite qui est chargé d'éliminer les Wendigo pour éviter qu'ils contaminent le reste de la population, et surtout ils sont chargés de garder leur existence secrète. C'est un roman qui tire clairement son inspiration du western et du film d'horreur. Il y a également beaucoup d'inspiration mythologique, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. On a à la fois des légendes natives américaines, on a des légendes européennes, mais aussi des légendes européennes au sens antique du terme. Bref, j'ai beaucoup aimé les inspirations. L'ambiance est assez lourde, assez pesante. Je peux pas dire que je me sois attachée aux personnages parce que clairement ils ne sont pas franchement là pour qu'on s'attache à eux, mais je me suis retrouvée très vite prise dans l'histoire. En plus, comme c'est un roman court, évidemment ça se lit très bien, c'est vraiment très prenant. Je n'ai pas pu m'empêcher, et c'est normal, de tirer des parallèles avec Ouijigo de Estelle Faye parce qu'on est sur le même genre de période historique, le même genre de décor, le même genre d'ambiance, voire même peut-être de créatures. Je vous laisserai voir si c'est réellement le cas. On est également un petit peu sur le même genre de construction, c'est-à-dire une sorte de huis clos en pleine nature. Ça fait un petit peu contradictoire comme ça, mais c'est vraiment l'ambiance qui en ressort. Quelque chose de très oppressant alors qu'on est au grand air. J'aime toujours autant la plume d'Adrien Thomas et j'étais très contente de le découvrir dans ce style qui change réellement d'habitude. Je peux pas dire que ça a été un coup de cœur ni même vraiment une excellente lecture, mais ça reste une très bonne lecture et je vous le conseille si vous cherchez quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire et qui, sans faire vraiment frissonner, ça m'a fait moins peur par exemple que Ouijigo de Estelle Faye, reste quand même une petite lecture qui à mon avis se lirait sans peine au moment d'Halloween, ou alors pour vraiment pousser le vice, je pense que si vous êtes par exemple en rando ou en balade en forêt et que vous allez bivouaquer ou dormir dans un refuge par exemple et que vous lisez ça, il y a moyen d'avoir vraiment des frissons. Bref, pas nécessairement la lecture qui va marquer ma vie lectrice à tout jamais, mais ça reste une expérience très agréable et comme toujours je suis contente de retrouver cet auteur. On enchaîne avec un roman dans un style et un registre extrêmement différents vu qu'il s'agit de Pride and Premeditation de Tirzah Price. On est ici sur une réécriture de Pride and Prejudice bien évidemment de Jane Austen. D'ailleurs c'est clairement affirmé en haut de la couverture. On est sur une réécriture de Orgueil et Préjugés version Cozy Mystery et enquête. Je vous ai fait un retour un peu plus détaillé sur le début de ma lecture dans mon dernier vlog, je vous le remettrai en haut de l'écran et en barre d'infos également, comme ça vous verrez un petit peu mon ressenti au fur et à mesure et puis vous verrez également d'autres choses dans ce vlog. Voilà, parenthèse refermée. On est donc sur une réécriture de Orgueil et Préjugés, mais dans cette réécriture, Monsieur Bennet, donc le père de Elizabeth, est avocat et Elizabeth souhaite travailler avec lui et pour l'instant elle a 17 ans et elle ne travaille que de manière très officieuse pour lui, c'est-à-dire que par exemple elle fait de la relecture de contrats, elle fait des petites recherches, etc. Sauf qu'elle, elle veut vraiment devenir avocate, elle veut pouvoir plaider, gérer ses propres affaires, etc. Sauf que vous vous en doutez bien, à cette époque et dans ce contexte social, ce n'est pas possible pour une jeune fille, c'est surtout la mère d'Elizabeth qui s'y oppose très fermement, et son père a beaucoup de mal à dire non à sa femme, sauf que son père va finir par plier et lui dire ok Lizzie, si tu trouves une affaire et que tu arrives à la gérer correctement, alors peut-être qu'on pourra en reparler, et pour l'instant il ne s'agit évidemment que d'en reparler, c'est-à-dire qu'il étudiera la possibilité de la former, mais rien de plus. Pour elle, c'est
déjà une occasion en or. Et il se trouve qu'un jeune garçon à qui parfois elle donne un petit peu d'argent pour qu'il garde une oreille sur ce qui se passe en ville va venir la chercher et la prévenir qu'il y a eu un meurtre. Et la personne qui est accusée est Monsieur Bingley, qui est donc un jeune homme très très riche. Il est à la tête d'une famille et il a notamment la responsabilité de ses deux sœurs, et la victime du meurtre, ça serait donc son beau-frère, le mari de sa plus jeune sœur, et Monsieur Bingley serait accusé de l'avoir tué pour des problèmes de dette. Sauf que Lizzie trouve ça très étrange et elle va décider de mener l'enquête jusqu'à qu'elle rencontre Monsieur Darcy, qui est l'avocat officiellement engagé par Monsieur Bingley. Je ne vous dévoile pas le reste de l'enquête parce que ça serait vous gâcher le plaisir du déroulement, et surtout, si vous connaissez Orgueil et Préjugés, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'il va forcément arriver. C'était vraiment très très chouette, très agréable. J'adore Orgueil et Préjugés, c'est pas mon Jane Austen préféré, mais ça reste une très très chouette lecture, une lecture très très chère à mon cœur. Et ça me fait dire que pour l'instant dans ma vie, j'en ai quand même lu quelques-unes des réécritures de Orgueil et Préjugés. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que je vous fasse un petit topo là-dessus, mais quand j'y réfléchis, ouais, j'en ai quelques-unes à vous présenter éventuellement. Ce qui m'a plu, c'est évidemment le contexte enquête et le milieu juridique. J'ai trouvé ça très bien construit. On est sur la même période que Orgueil et Préjugés, donc on n'est vraiment pas sur de l'anglais moderne. C'est beaucoup plus accessible évidemment que le Jane Austen d'origine. Ça reste une réécriture destinée à des young adults de nos jours. Mais par contre, si vous êtes grand débutant en anglais, ou même si vous avez simplement quelques bonnes bases, ça risque de vous déstabiliser. Donc peut-être, si ça vous fait envie, essayez de vous trouver un extrait pour voir si le style vous conviendrait ou non. Je viens de voir qu'il y a un tome 2, ou plutôt un deuxième roman dans cette série qui va être publié, je crois, la semaine prochaine. Pourquoi je ne dis pas que c'est un tome 2? C'est parce que c'est une réécriture de Raison et Sentiment, donc ce n'est pas la suite évidemment de Orgueil et Préjugés, mais on est exactement sur le même modèle. On est sur une très très belle couverture comme celui-là, et je pense que je vais craquer incessamment sous peu, ou alors il finira dans ma wishlist pour mon anniversaire. Bref, si vous aimez Jane Austen et si vous aimez les enquêtes, foncez, celui-là est vraiment fait pour vous, je pense que vous vous régalerez autant que moi. Ensuite, un roman que je n'ai pas avec moi parce que c'était un emprunt de bibliothèque. Il s'agit de The Shadows of Rookhaven de Padraig Kenney. C'est la suite de The Monsters of Rookhaven dont je vous avais parlé très récemment. Je vous remettrai le lien vers mon avis lecture sur le tome 1 en haut de l'écran et en barre d'infos, mais si vous me suivez déjà, vous savez que ça avait été un joli petit coup de cœur. Et c'est la même chose pour ce tome 2. Dans ce tome 2, sans vous spoiler l'intrigue du tome 1 évidemment, on va retrouver Mirabelle qui habite toujours la maison de Rookhaven. Donc c'est une maison dont les habitants ont la particularité de tous avoir une capacité ou alors une apparence physique très particulière. Ils sont considérés comme des monstres, d'où le titre, et ils ont passé un espèce d'accord avec le village d'à côté afin de pouvoir coexister. On se trouve donc ici 5 ans après les événements du tome 1, et les habitants de Rookhaven ne vieillissent pas, c'est-à-dire qu'ils sont a priori éternels, sauf si on vient à les tuer. C'est un peu comme les elfes, c'est-à-dire qu'ils ne vieillissent pas, mais par contre si on leur plante un couteau dans le cœur, oui, on peut les tuer. Vous voyez la distinction éternel-immortel, et ben on est là-dedans. Et donc même si Mirabelle n'a pas vieilli physiquement, il s'est quand même passé beaucoup de choses dans sa vie et dans sa tête, et dans ce deuxième tome, il va y avoir une nouvelle menace qui plane sur la maison, et également la maison de Rookhaven accueille un grand rassemblement qui s'appelle la Configuration, c'est-à-dire que tous les monstres des autres maisons de l'intégralité du pays ou du monde d'où ils viennent vont se réunir afin de célébrer un petit peu leurs existences, leur union, etc. Et en toile de fond, il y a également le fait que la famille, parce que la maison de Rookhaven se considère vraiment comme une famille, doit faire face à un deuil vis-à-vis d'une personne qui leur était très proche. C'était là encore très très touchant, comme le tome 1, j'ai là encore versé ma petite larme. Ça aborde vraiment des questions très importantes, notamment en termes de deuil. Je trouve que c'est vraiment très bien fait. C'est à la fois très élégant mais sans pudeur, c'est-à-dire que c'est un roman middle grade, mais ça présente les choses sans prendre des pincettes et sans être cru. Bref, c'est vraiment très bien fait, j'aime toujours autant l'écriture. Je ne vous ai pas pris des photos des illustrations cette fois-ci, mais si vous voulez aller voir des exemples du tome 1, donc référez-vous à la vidéo de mon avis lecture. Ça reste pour moi une excellente série. En plus, dans ce tome 2, on en apprend un peu plus sur les origines de Mirabelle. Bref, c'était là encore un joli petit coup de cœur. Je ne sais pas du tout s'il y aura un tome 3, mais si c'est le cas, je me jetterai dessus et je pense que je finirai par m'acheter la série pour moi-même. Allez, on enchaîne avec le dernier roman. Il s'agit d'une lecture que j'attendais depuis très longtemps et que je faisais un peu traîner parce que je voulais la savourer, et j'ai vraiment bien fait. Il s'agit de The Man Who Died Twice, qui est le tome 2 de The Thursday Murder Club de Richard Osman, donc le Murder Club du jeudi. On est ici
parti sur une saga de Cozy Mystery où l'on va suivre des retraités qui vivent tous ensemble, vous savez, dans ces complexes où il s'agit d'appartements autonomes et indépendants, mais où vous avez tout sur place, le médecin, le coiffeur, etc. Et ils sont devenus très amis et ils ont fondé donc le Murder Club du jeudi, c'est-à-dire que tous les jeudis après-midi, ils se réunissent et ils travaillent sur des cold cases, sauf que, vous vous en doutez bien, ça ne suffirait pas à faire une intrigue. Il se trouve que dans le tome 1 et dans ce tome 2, il va y avoir de réels meurtres qui se produisent autour d'eux. C'était encore une excellente lecture, j'adore la plume de Richard Osman, c'est rempli d'humour, en général un humour assez pince sans rire et parfois assez grinçant mais qui marche très très bien avec moi, et surtout la force de ce livre, ce sont ses personnages. Je les aime tous d'amour, j'étais ravie de les retrouver. Si je devais réellement choisir, je dirais que j'ai une petite préférence pour Joyce, qui est l'ancienne infirmière du groupe, parce que c'est la plus délurée, la plus fun, mais aussi la plus démonstrative dans ses sentiments et la plus tendre. C'est un petit peu la petite maman du groupe. Bref, je les adore vraiment. J'aime beaucoup aussi Elizabeth, bien évidemment. J'adore aussi les deux hommes, donc Ibrahim et Ron. En plus, on fait la connaissance dans ce tome de Kendrick, qui est le petit-fils de Ron. Et moi, quand il y a une dynamique comme ça, grands-parents, petits-enfants, bah j'adore, que voulez-vous, ça marche très très bien avec moi. J'ai encore versé ma petite larme dans ce tome 2, parce que sous l'humour de Richard Osman, il y a aussi des réflexions très très importantes, notamment, et c'est normal vis-à-vis des personnages, notamment sur les questions du rapport à la mort, sur les problématiques de fin de vie, sur les problématiques de démence et de perte de mémoire. C'est fait avec beaucoup d'élégance, beaucoup de finesse. Là encore, pas forcément de la pudeur, mais vraiment de l'élégance, et il y a parfois des très très jolis envolées dans le style de Richard Osman, des phrases qui vous mettent un petit coup en plein cœur. C'est vraiment très bien fait, j'adore, je suis fan. Franchement, le premier tome a été traduit en France, mais je ne le vois jamais nulle part. J'ai l'impression qu'il est passé complètement inaperçu, alors que pour moi, il est largement au-dessus de certaines sagas qui cartonnent, comme Agatha Raisin par exemple, ou même Sa Majesté mène l'enquête, même si j'avais beaucoup aimé le premier tome, donc Bal Tragique à Windsor, The Windsor Knot, celui-là, je vous le conseille 10 000 fois plus. Pour moi, il est au même niveau que les détectives du Yorkshire, c'est-à-dire que, vous savez, je crois que c'est à partir du tome 2 dans les détectives du Yorkshire où on rencontre le père de Samson et ses amis à la maison de retraite, enfin pareil, à la résidence pour personnes âgées, le même genre d'endroit que celui-là. Et ben, c'est comme si les amis du père de Samson s'étaient regroupés pour mener l'enquête, un petit peu ce qu'ils font d'ailleurs, ils aident Samson et Delilah, mais c'est comme si on avait des tomes qui leur étaient dédiés, on est exactement là-dessus, et je trouve qu'il y a parfois encore plus d'humour chez Richard Osman que chez Juliet Chapman, et la différence également, c'est que la romance est un petit peu au second plan, il y en a chez certains personnages secondaires, mais elle est plus en retrait par rapport aux détectives du Yorkshire. Donc voilà, si vous êtes fan de Samson et de Delilah, franchement, testez le Murder Club du jeudi, c'est une pépite, autant au niveau de l'écriture que de la construction des personnages et même de la construction des enquêtes. Je les trouve vraiment très bien ficelés, je vois pas toujours les choses venir. Parfois j'ai quelques intuitions dans le tome 1 et dans ce tome 2 j'ai eu quelques intuitions, mais je n'avais pas toujours raison sur toute la ligne. Bref, là encore un très joli coup de cœur, c'est des lectures qui font du bien, qui font passer un très bon moment, et franchement si je n'ai pas réussi à vous donner envie de ne serait-ce que donner une petite chance à cette série, et bah je sais pas ce qu'il vous faut, moi je laisse tomber, c'est que vraiment je suis nulle. Et on en finit avec le dernier ouvrage de cet avis lecture, il s'agit d'un graphique, je ne l'ai pas mais bien évidemment je vous remettrai la couverture en bas de l'écran, il s'agit de Agatha, The Real Life of Agatha Christie. Il s'agit en version originale d'un graphique francophone, si ce n'est français d'ailleurs, je suis désolée, j'ai complètement oublié les noms des auteurs, mais vous les verrez sur la couverture et en barre d'infos bien évidemment. On est donc ici sur un graphique qui retrace la vie de Agatha Christie. Si vous vous souvenez, je vous en avais parlé dans un biblio-haul récemment, que je vous remettrai d'ailleurs en haut de l'écran et en barre d'infos comme toujours, et je vous avais dit oh je sais pas si ça va évoquer la disparition de Agatha Christie et tatati tatata, j'aimerais bien que ça en parle. Et bien effectivement en fait c'est le point de départ de ce graphique. Il faut savoir que en 1926 Agatha Christie a disparu pendant 11 jours et personne ne savait où elle était. Son mari de l'époque, qui était donc son premier mari à ce moment-là, avait été accusé de
meurtre et quand elle a été retrouvée au bout de 11 jours dans un hôtel, elle n'a jamais voulu ou su dire ce qui lui était arrivé et vraiment ça reste un mystère jusqu'à ce jour. Et donc les auteurs de cette BD ont décidé de donner leur propre interprétation de ce qui s'est passé et d'utiliser sa disparition comme point de départ pour raconter sa vie entière depuis son enfance jusqu'à son décès. C'était un vrai bonheur, ce graphique, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Le style graphique n'était pas forcément fait pour moi au premier abord, mais je me suis vite rendu compte que ça collait très bien à l'ambiance et surtout à l'époque des peintes. Et je vous mettrai d'ailleurs là pendant que je parle quelques planches. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un graphique très recherché, il y a énormément d'informations. À la fin vous avez une chronologie de la vie d'Agatha Christie ainsi qu'une bibliographie complète. Dans le graphique en lui-même on revient vraiment sur énormément d'étapes de la vie de Agatha. Son enfance, la perte de son père, son adolescence, la découverte de l'écriture, ses premiers voyages avec sa mère, la rencontre de son premier mari, le début de sa carrière en tant qu'autrice, son divorce, son deuxième mariage avec un archéologue qui a déclenché sa passion pour l'archéologie que l'on retrouve d'ailleurs dans certains de ses romans, ne serait-ce que Mort sur le Nil, c'est inspiré par ses voyages en Égypte notamment, ses nombreux voyages donc, sa rencontre avec la reine, mais surtout ce que j'ai trouvé très intéressant c'est que le fil conducteur de ce graphique c'est son lien avec ses personnages et notamment ses conflits ou ses tensions avec Hercule Poirot. Hercule Poirot apparaît comme un personnage physique, donc une espèce de projection de ses pensées, avec qui elle a une relation assez compliquée et souvent très conflictuelle. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant comme interprétation. J'ai adoré, ça m'a donné envie de lire tous les Agatha Christie, mais surtout ceux qu'on a tendance à oublier, et notamment ses romans d'espionnage. Je crois qu'elle en a fait un ou deux, dont un qui se passe en Égypte, et il me semble aussi qu'elle a écrit une enquête qui se passe au temps de l'Égypte antique, et donc je vais me pencher là-dessus. Vraiment ce graphique m'a convaincue d'en découvrir un petit peu plus sur l'œuvre de cette autrice et surtout de cette grande dame. C'est surtout en fait ça que j'ai envie de retenir de ce graphique, c'est que oui c'est une autrice mais c'était pas que ça, loin de là, c'était vraiment une grande dame avec un D majuscule au sens de dame, donc l'équivalent de ça, c'est quand on est anobli par la reine, on devient donc dame. C'était une archéologue mais aussi une femme d'affaires parce qu'elle a dû apprendre à gérer son propre empire, c'était également une mère et une épouse, et on voit à travers ce graphique les difficultés qu'elle a pu avoir parfois pour concilier tous ses statuts et notamment la vie professionnelle et le succès avec sa vie de famille. Ça n'a pas toujours été simple. Il y a forcément des parties romancées mais ça ne fait ni trop romancé ni trop scientifique ou même m'as-tu vu. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait un bel équilibre qui avait été trouvé. Donc voilà, dans la mesure où c'est un graphique francophone à l'origine, je pense que si ça vous intéresse vous le trouverez sans trop de problèmes, et moi je pense que si un jour je le croise en librairie ou même en occasion, je me le procurerai avec plaisir parce que c'est typiquement le genre de livre à mon avis que je pourrais refeuilleter dans le futur quand j'aurai lu un petit peu plus de l'œuvre de Agatha. Voilà, c'en est tout pour cet avis lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si certains de ces ouvrages vous font envie ou alors si vous en avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé, je vous attends en commentaire. Pensez bien à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, c'est vraiment très important pour moi et pour YouTube. Je sais que je vous embête toujours avec ce même discours, mais on est presque à 300 abonnés et ça me ferait très plaisir de les atteindre bientôt. Donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou alors recommandez cette chaîne ou cette vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait plaire. Moi je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et d'avoir supporté mon air de zombie, et je vous dis à très bientôt. Ciao!